Monsieur le Président, soyez le bienvenu à l'Assemblée nationale. Nous avons été désignés pour être les rapporteurs d'une mission d'information relative à la révision des condamnations pénales. Nous avons été désignés par la Commission des lois, présidée par M. Urvoas. C'est la première fois de la législature qu'une telle mission d'information est instituée. Elle comporte un magistrat et un avocat, mais ce n'est pas pour ça qu'on a été désigné, mais parce que d'un côté, je suis député de la majorité et que j'ai à côté de moi un député de l'opposition. Ce sont les choses qui comptent dans cette maison. Deuxième chose, nous allons réfléchir sur l'ensemble des problèmes relatifs à la révision des décisions pénales et à leur réexamen. Et nous verrons, au vu de toutes les auditions que nous faisons et du rapport que nous serons amenés à déposer, s'il convient de faire une modification législative. Vous êtes ici le bienvenu parce que vous êtes un haut magistrat, connu et reconnu. Vous avez présidé la chambre criminelle de la Cour de cassation pendant, je crois, 8 années. Et vous êtes actuellement à la Cour pénale internationale. Je tiens à vous dire que nous sommes ici dans une audition ouverte à la presse et au public, pour que les choses soient claires, bien sûr, à ce niveau-là. Et je commence par dire que les rapports de la Cour de cassation eux-mêmes nous invitent à réviser la loi. Et ils nous invitent année après année, puisque je les ai bien évidemment dans le cadre des rapports annuels sous les yeux, et que aussi bien Monsieur le procureur général que Monsieur le Premier président, mais également toutes les personnes, nous ont invités à la réviser. Pas une seule personne nous a dit qu'il faut maintenir les choses en l'état. Je dis ça, les choses très nettement. Alors, il y a tout un certain nombre de révisions qui sont proposées par le rapport de la Cour de cassation, d'abord sur des problèmes techniques, mais qui sont extrêmement importants parce que la Cour de cassation estime que, je lis ça, la Commission a déjà eu l'occasion, dans l'examen de requêtes particulièrement délicates concernant les condamnations lourdes, de se trouver face à des obstacles incontournables, préjudiciables au bon fonctionnement de la justice, que seules des modifications législatives permettent d'améliorer. Donc on est vraiment interpellé fortement, là. Alors, nous sommes interpellés fortement sur un certain nombre de problèmes qui peuvent paraître techniques, mais qui sont essentiels. D'abord, sur le problème de la motivation des arrêts de cour d'assises. Est-ce que la modification législative de 2011 est suffisante? Pour l'instant, je n'ai pas entendu une seule personne nous le dire. Deuxième chose, est-ce que, en ce qui concerne l'article 308, et en particulier les enregistrements sonores, il ne faut pas rendre obligatoire, ou au moins à l'une des demandes des parties, que ce soit le procureur général, les parties civiles, ou bien alors les accusés, ou les mises en examen. Deuxième élément, en ce qui concerne, enfin autre élément, en ce qui concerne les notes d'audience. Est-ce qu'on peut se contenter de notes d'audience très restreintes où il ne faut pas arriver à avoir des notes d'audience beaucoup plus précises? Alors, ça, ce sont des premiers éléments. Deuxième élément, tout ce qui concerne les pièces. Car beaucoup de personnes nous ont fait savoir que les scellés avaient disparu, et dans des affaires très diverses. Quels moyens devons-nous mettre sur pied pour assurer la conservation pendant un délai raisonnable des scellés et leur non-destruction? Alors même qu'avec l'évolution des techniques, nous avons reçu tous les membres du laboratoire de Nantes, avec l'évolution de l'ADN qui est considérable, avec des possibilités considérables à nouveau de modification. Parce qu'avec un seul tout petit élément, bien désormais, on va pouvoir arriver à obtenir des éléments de preuve essentiels. Donc, c'est sur ces deux éléments-là, voilà, ça, ce sont des éléments, je dirais, techniques, mais importants. Maintenant, autre question. En ce qui concerne la commission de révision et la commission de réexamen, il n'y a pas une symétrie sur les personnes qui peuvent saisir.
Pourquoi? Et Monsieur le procureur général s'en est ému, puisqu'il peut le faire dans un cas et pas dans l'autre cas. Est-ce qu'on doit conserver la notion d'ayant droit, ou bien lorsque l'on ne doit pas conserver, revenir à une notion de descendant-ascendant pour les personnes susceptibles d'intervenir? Qu'est-ce que c'est qu'un ayant droit? Une notion un peu complexe. Descendant, on sait ce que ça veut dire. Ça, bien sûr, il y a le problème des pacsés qui intervient. Bon, ils devraient avoir les mêmes droits, chacun le comprend bien. Ça, c'est pour la saisine. Ensuite de ça, Monsieur le Président, c'est sur la commission, la Cour, et par rapport, le renvoi devant une autre cour d'assises, et tout cela par rapport à la commission de réexamen. On ne peut pas s'empêcher d'être étonné de voir que ce n'est pas tout à fait les mêmes compositions. Alors, nous nous posons les questions. Beaucoup de personnes ont considéré que la Cour de révision, puisque je commence par elle, devait être composée non pas uniquement de magistrats de la chambre criminelle, mais de magistrats de chacune des chambres de la Cour de cassation. 1 ou 2, ce serait donc 7 ou 13 personnes, puisque le président viendra en plus. Et en ce qui concerne la désignation du président, il nous a été proposé qu'il soit désigné en Assemblée générale de la Cour de cassation et qu'il n'appartienne pas obligatoirement à la Chambre criminelle. C'est une proposition de Monsieur le Premier Président Lamanda tout à l'heure. Deuxième élément, maintenant, il nous a été proposé à plusieurs reprises que la commission de révision soit une commission d'instruction de la Cour de révision. On pourrait se poser la question de savoir si la commission d'instruction puisse prendre des décisions définitives, ce qui nous pose, et vous êtes mieux que quiconque à même à nous renseigner, des problèmes sur le plan international et européen de savoir si ceux qui ont instruit peuvent être ceux qui décident. Question naturellement très importante. Et puis, Monsieur le Président, on se pose la question suivante. On arrive finalement à 3 degrés de juridiction. La commission, la Cour, et ensuite de ça, la Cour de renvoi. Est-ce que la Cour de révision ne devrait pas être à même, comme elle l'a fait dans de nombreuses affaires, et en particulier dans les affaires correctionnelles, mais peu dans les affaires d'assises, est-ce que la Cour de révision, puisqu'elle est amenée à dire si oui ou non la personne, finalement, puisqu'il y a un doute, est susceptible d'être acquittée, est-ce que ce n'est pas à la Cour de révision de prendre cette décision dans tous les dossiers, comme elle le fait actuellement, d'après les indications qui nous ont été données, dans de nombreux cas, mais essentiellement des cas correctionnels. Donc, est-ce qu'à partir de ce moment-là, la Cour de révision aurait la plénitude pour décider sans renvoi devant la Cour d'assises? Voilà tout un certain nombre de questions, Monsieur le Président. Nous attendons beaucoup de vous pour nous éclairer. Et je donne naturellement la parole à Monsieur Georges Fenech. Oui, Monsieur le Président Cotte, votre audition par la Commission des lois, la mission que nous animons avec mon collègue Alain Touret, est très attendue. Après avoir écouté les avis éclairés de Monsieur Lamanda, qui vous a précédé, mais également Monsieur Marat, nous sommes très heureux d'entendre votre avis, qui sera suivi notamment de celui de M. Louvel, dont on attend un rapport sur la nécessité de préciser, modifier les pouvoirs notamment de la commission et de la Cour de révision. Mais votre audition est d'autant plus intéressante et unique, je dirais, dans le fait que vous avez vous-même été président donc, de la Chambre criminelle de la Cour de cassation de 2000 à 2008, que c'est donc sous votre présidence qu'un certain nombre d'affaires, qualité président de la Cour de révision, ont été rendues, notamment l'affaire Seznec, dont vous étiez le président de la Cour de révision qui a rendu cette décision de rejet après que la commission de révision ait décidé de vous saisir, de saisir la Cour de révision. Et vous n'ignorez pas, bien sûr, qu'il y a eu une grande interrogation, non seulement d'ailleurs dans l'opinion publique, mais aussi auprès des professionnels du droit,
certains magistrats, d'avocats, d'hommes politiques, de parlementaires à l'époque, sur ce qui peut apparaître en tout cas comme une contradiction d'appréciation entre la Commission et la Cour. Alors, bien entendu, vous êtes tenu par un certain nombre d'obligations de réserve par rapport à la décision que vous avez vous-même rendue, mais peut-être pourriez-vous nous apporter un éclairage sur comment cela peut-il se produire, pourquoi cette différence d'appréciation. Il y a une question aussi, je vous la pose tout de suite et vous aurez l'occasion au cours de votre exposé sans doute d'y répondre. Il nous a été fait remarquer par Maître Baudelot notamment, d'après sa propre expérience, le travail très important en profondeur qu'effectuaient les 5 magistrats de la commission, et que la Cour n'avait pas cette possibilité, ne serait-ce que matérielle, cette grande collégialité, d'aller aussi en profondeur dans l'étude de dossiers, et qu'il y avait une tendance à se fier un peu aux conclusions du rapporteur. Et je vous dis tel que cela nous a été dit, ce qui évidemment a soulevé beaucoup de critiques de la part de M. Lamada, qui nous a dit que pas du tout, que tous les membres de la Cour avaient consulté et étudié de manière approfondie le dossier. Donc nous n'avons pas de jugement à porter là-dessus. Nous voudrions avoir vraiment votre vision de par votre propre expérience. Merci. Bien. Je vous ferai part de mon avis sur l'opinion de Maître Baudelot dans le cours de ma petite intervention. Merci d'abord de m'accueillir. 4 très brefs préalables, car je sens que le temps est compté et en réalité, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Le premier préalable, c'est que j'arrive de La Haye, où je me trouve depuis 5 ans et où je vis depuis 5 ans. Ce qui fait que je ne suis pas très au fait de la toute récente actualité judiciaire française, notamment en matière de révision. Mais j'ai fait appel à ma mémoire, je redoutais qu'elle soit défaillante, je m'en étais ouvert à Madame Chloé Marchand, et en réalité, les choses sont revenues. Elles sont revenues parce que les affaires de révision m'ont intéressé, elles m'ont surtout beaucoup occupé, Maître Baudelot, beaucoup occupé, elles m'ont souvent beaucoup tourmenté, et j'ai souvent aussi été surpris et très déçu en présence de l'incompréhension que suscitaient certaines des décisions rendues par la Cour de révision. C'est le premier préalable. Le deuxième préalable, c'est que je voudrais vous parler aussi simplement que vous venez de le faire, c'est-à-dire de manière très concrète, très simple, très directe, en me gardant de tout ce qui peut relever de l'impressionnisme. Et dans ce domaine, il y a souvent beaucoup d'impressionnisme. Le troisième préalable, c'est qu'on peut, et même on doit, rechercher ou tenter de rechercher tout ce qui est de nature à améliorer une procédure, quel que soit le domaine que recouvre cette procédure, pour lui permettre de mieux répondre aux objectifs que poursuivaient ceux qui l'ont instaurée. Et c'est encore plus nécessaire lorsqu'il s'agit d'éviter éventuellement ou de mettre un terme à ce qui est une erreur judiciaire. Alors c'est l'objectif qu'apparemment poursuit votre mission d'information et que la Commission des lois poursuit aussi. Ça me paraît excellent et je pense que ça le sera encore plus si ces discussions permettent de mieux cerner dans quel contexte se déroule un certain nombre de procédures de révision. Et puis le quatrième préalable, c'est que nous parvenions peut-être ensemble, avec ceux que vous entendez et que vous entendrez encore, à mieux prendre conscience de la place que doit occuper la procédure de révision dans notre architecture, dans l'architecture des voies de recours existantes, et mieux prendre conscience des difficultés que l'on rencontre dans la mise en œuvre de cette procédure, car, j'insiste d'emblée, c'est un domaine où les critiques sont souvent extrêmement aisées. Alors, afin de contribuer le plus utilement possible à vos travaux, mon propos liminaire s'orientera autour de 3 points. Et je suis assez content parce que parmi les propos que vous venez d'avoir, je me rends compte qu'ils recoupent certaines des questions que je comptais aborder avec vous. Car tout cela est dans l'air depuis longtemps, et c'est bien qu'on en fasse une synthèse. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, j'aimerais faire un bref rappel historique qui me permettra d'évoquer rapidement ce que j'ai vécu dans des fonctions différentes qui m'ont plongé tout au cœur même de la procédure de révision. Un bref rappel historique. J'aimerais ensuite faire quelques considérations sur la procédure de révision. Et je crois que je me dois de vous les livrer parce que je pense qu'elles pourront être utiles à vos travaux
et parce que ce sont des situations que j'ai connues en direct, comme directeur des affaires criminelles et des grâces, et à ce titre, président de la commission de révision d'avant 89, et puis ensuite comme avocat général à la Cour de cassation et comme président de la Chambre criminelle. Alors vous l'avez rappelé, je suis, comme tous les magistrats, tenu par le secret du délibéré. C'est dommage. Les juges ne peuvent s'exprimer, comme ils le voudraient, sur les affaires dont ils ont connu. Je vous assure que c'est un poids. C'est un poids, car il arrive qu'à l'issue d'un verdict, les avocats soient dans les postes de télévision, devant les micros, et dans les colonnes d'un journal le lendemain, alors que les magistrats, eux, doivent se taire et ne peuvent apporter d'autre explication que la motivation de leur arrêt. Et puis, c'est le plus important, je l'ai bien compris, j'essayerai modestement, mais de vous faire des suggestions ou des propositions sur ce que pourraient être les réformes d'une procédure qui est certainement perfectible. Alors, le rappel historique, il me paraît nécessaire parce qu'il peut donner des idées sur les mesures à prendre pour aller au-delà encore de la modification de 1989. Parce qu'il permet de voir que lors de la préparation de ce texte, se sont posées des questions qui reviennent aujourd'hui, et qui reviennent depuis 1989 en réalité. Et puis je pense que c'est important de faire ce très bref rappel historique parce qu'on met souvent l'accent sur le nombre réduit de révisions qui sont intervenues au cours des dernières années, depuis 1989, je ne sais pas très bien combien de temps cela fait, je suis très mauvais en calcul mental. En réalité, je pense que ce faible chiffre, qui est faible en matière criminelle, il n'est pas massif en matière correctionnelle, mais il est quand même plus important en matière correctionnelle. Mais ce faible chiffre tenait, je pense, dans une très large mesure, à l'étroitesse du cas d'ouverture. Bon, vous le connaissez, il s'agissait d'un fait nouveau ou de pièces inconnues lors des débats, de nature à établir l'innocence du condamné. C'est ce que l'on a voulu écarter en 1989. Le nombre réduit tenait peut-être au fait que la procédure préalable à la saisine de la chambre criminelle, cour de révision, était une procédure administrative qui se déroulait à la chancellerie, qui n'était pas publique, qui n'était pas contradictoire. Mais je reste quand même assez réservé sur l'impact, et je vais vous dire pourquoi, qu'avait le caractère strictement administratif de cette commission. Alors, très vite, comment les choses se passaient-elles ? Une requête en révision arrivait au ministère de la Justice. Elle était traitée par un magistrat de la direction des affaires criminelles et des grâces, qui l'examinait, qui voyait s'il était nécessaire ou non de procéder à des investigations complémentaires pour éventuellement établir le fait nouveau, mieux le préciser. Et ces investigations étaient, la plupart du temps, confiées à la direction centrale de la police judiciaire, car l'on voulait évidemment éviter de ressaisir le service qui avait initialement fait les premières investigations. Bien. On recueillait les observations du procureur général, du lieu de condamnation, si c'était une affaire d'assises, cela va de soi, et du procureur de la République aussi. Et on leur demandait leurs observations sur le fond du dossier, mais aussi sur les conditions dans lesquelles s'étaient déroulés les débats. Car un certain nombre d'affaires donnant lieu à requête en révision ultérieurement pouvaient n'avoir eu aucune couverture médiatique. Donc il était important d'avoir un point de vue, qui n'était que le point de vue de l'accusation, mais c'était un point de vue. Au terme de l'instruction de cette requête, le magistrat soumettait cela à sa hiérarchie, chef de bureau, sous-directeur, directeur. Si la requête paraissait dénuée de toute chance de succès, la plupart du temps, la décision de rejet ou d'irrecevabilité était prise par le directeur des affaires criminelles lui-même. Si la requête paraissait présenter un caractère significatif, sérieux, le directeur des affaires criminelles, soit d'initiative, soit après en avoir parlé au ministre, saisissait la commission, qui siégeait donc à la chancellerie. Elle était composée de 6 personnes. Vous le savez peut-être, mais je le répète, car c'est important. Il y avait 3 magistrats de la Cour de cassation, et ça rejoint ce que vous venez de dire, qui n'étaient pas membres de la Chambre criminelle, mais qui étaient membres de chambres civiles. Et il y avait 3 directeurs du ministère de la Justice. De manière étonnante, maintenant, quand on se retourne sur le passé, c'est le directeur des affaires criminelles qui choisissait les 2 autres directeurs qui viendraient siéger au sein de la commission. Et le hasard fait qu'il m'était apparu intéressant, chaque fois que cela est possible, de faire venir des directeurs qui n'étaient pas magistrats eux-mêmes. Car il y a toujours eu, à un moment ou à un autre, à la chancellerie, soit un préfet, directeur de l'administration pénitentiaire, soit un membre du Conseil d'État.
Bref, essayer d'avoir un regard extérieur au sein de cette commission. J'évoque cela parce qu'on peut peut-être se projeter sur l'avenir. Bien. Alors, cette commission examinait la requête et l'instruction qu'en avait fait l'un des magistrats, enfin les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces. Elle pouvait éventuellement demander des investigations complémentaires. Si elle se rendait compte que véritablement il n'y avait pas fait nouveau ou pièce nouvelle de nature à établir l'innocence du condamné, elle émettait un avis qui, je le répète, n'était pas public. Lorsque cet avis était reçu, le directeur en parlait généralement à son ministre, et le plus souvent, on en restait là. Pas toujours. Lorsqu'elle émettait en revanche un avis favorable à la saisine de la commission de révision, de mémoire, il n'y a jamais eu de rétention. La chambre criminelle était saisie, ce qui ne veut pas dire qu'elle révisait pour autant, mais elle était saisie. Et je dois dire également que même lorsque l'avis de la commission de révision n'était pas pour une transmission à la chambre criminelle, il est arrivé, et plus souvent qu'on ne le pense, que le ministre préfère saisir la chambre criminelle, car, a fortiori lorsqu'une affaire est médiatisée, parfois on n'aime pas prendre de risques. Et dans ce cas-là, on saisissait la chambre criminelle. Alors voilà. Ensuite, bon, vous connaissez, le rapport n'était pas communiqué, l'avis plus exactement de la commission n'était pas communiqué à la chambre criminelle. Donc une procédure assez opaque, c'est vrai, et c'est cette procédure que l'on a voulu mettre un terme en 1989. Mais c'est antérieur. Hein. Dès 1979, il y avait eu une proposition de loi d'Alain Richard et de Michel Rocard et d'autres parlementaires pour judiciariser. Ça n'avait pas été débattu. Dans le projet Badinter d'août 1983, qui a été adopté en Conseil des ministres, mais qui n'a pas été débattu, sur la judiciarisation de l'application des peines, la judiciarisation de la procédure de révision était prévue. C'est en 1988 que d'abord le ministre Pierre Arpaillange ressortira cette proposition, ce projet, qui en réalité prendra la forme d'une proposition de loi de Michel Sapin. Et c'est la loi donc de 1989. Alors, là encore, ma mémoire est quand même relativement fidèle. J'avais accompagné le ministre à cette époque lors des débats parlementaires. De mémoire, ils ont été courts, ils ont été consensuels, apparemment comme c'est le cas aujourd'hui. Ils ont été constructifs. Il n'y a qu'une chose qui me reste vraiment en tête, c'est une intervention, un amendement de Michel Dreyfus-Schmitt au Sénat. Dans le texte de la proposition de loi, on substituait à innocence le mot doute sérieux. Et Michel Dreyfus-Schmitt a fait sauter le mot sérieux, a proposé que le mot sérieux saute, et le Parlement a estimé qu'il n'y avait pas lieu de qualifier ce doute. Voilà le souvenir que je garde. Juste après, il a fallu, avec la Cour de cassation, direction des services judiciaires et direction des affaires criminelles, assurer la transition, transmettre les dossiers qui étaient en stock au ministère à la nouvelle Cour de révision et à la commission de révision qui venait donc d'être créée. Alors, quelques années plus tard, après un bref passage par le parquet de Paris, je suis arrivé à la Cour de cassation, pas un bref passage, non, 5 ans et demi, un bon passage au parquet de Paris. Je suis arrivé à la Cour de cassation, d'abord comme avocat général, ce qui m'a permis de vivre, comme ministère public, les travaux de la commission de révision. Et à ce titre-là, de conclure à la saisine de la Cour de révision dans l'affaire Patrick Dils. J'avais à ce moment-là le statut d'avocat général. Puis je suis devenu président de la Chambre criminelle et j'ai effectivement, pendant les 7 ans et demi à 8 ans de présidence, été amené à connaître d'affaires de révision correctionnelle et notamment de 2 affaires de révision criminelle qui ont été prises très au sérieux, je vous en parlerai, et qui sont les affaires Omar Rada et Seznec. C'est le bref rappel historique. Il était peut-être un peu long, mais je ne le pense pas totalement inutile parce que je pense être un des seuls survivants de l'ancienne commission. Voilà. Avec M. Badinter, M. Chalandon, s'ils se souviennent de tout cela, et peut-être un des anciens directeurs des affaires criminelles, M. Géol également. Alors, mon deuxième point, ce sont quelques réflexions, quelques considérations qui me paraissent vraiment indispensables sur le climat dans lequel se déroulent certaines affaires, et plus généralement sur le climat qui entoure la plupart des discussions qui sont consacrées à la question de la révision des procès criminels. Ce point me paraît très important parce qu'il explique dans une large mesure les critiques qui sont formulées de manière récurrente en ce domaine, et surtout, c'est le plus grave, le sentiment d'insatisfaction qui règne et qu'il faut tenter de comprendre.
Alors, ne voyez pas du tout d'agressivité de ma part dans mes propos. J'y mets un peu de passion, mais je pense qu'il faut avoir conscience de tout cela. Il ne faut pas oublier que la procédure de révision, ce sont les termes mêmes du Code de procédure pénale, est une procédure, c'est une voie de recours extraordinaire, donc exceptionnelle. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle voie de recours. Nous avons l'appel, le pourvoi en cassation, la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme et la commission de réexamen après condamnation de la France. Il est évident que s'il s'impose de mettre en œuvre une procédure de révision lorsqu'il est permis de penser ou de redouter que va se produire une erreur judiciaire, il ne saurait être question de la banaliser. Bon. Alors je n'ai pas le culte, et beaucoup de magistrats sont dans les mêmes dispositions d'esprit que moi. Je n'ai pas le culte de l'autorité de la chose jugée, mais il est vrai que vient un jour, un moment où il faut savoir s'arrêter, où il faut que l'on essaye d'instaurer un minimum de paix sociale et que toute invocation de l'existence d'une erreur judiciaire ne veut pas dire qu'il y a erreur judiciaire. Il y a des choses très incantatoires parfois. Pour autant, j'en ai conscience, il faut s'en assurer. Il faut s'en assurer. Enfin, ce n'est pas parce qu'un fait est présenté comme nouveau ou qu'un élément est présenté comme inconnu lors des débats que ce fait est obligatoirement nouveau et que cet élément était obligatoirement inconnu lors des débats. Il faut objectivement se livrer à un double examen. Y a-t-il un fait nouveau? Y a-t-il un élément inconnu lors des débats? Et ce fait nouveau et cet élément ou cet élément inconnu, s'ils sont établis, sont-ils de nature à faire naître un doute sur la culpabilité? Il ne faut pas oublier non plus que les juges, quels qu'ils soient, j'allais dire aussi bien professionnels que jurys, doivent appliquer la loi. Ce sont des légalistes, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont obtus et qu'ils doivent être bornés. Être légaliste, ça veut dire simplement veiller à ce que la loi soit appliquée. Il faut qu'ils adoptent une démarche aussi objective que possible. Il faut qu'ils s'expliquent le plus clairement possible sur ce qui les conduit à prendre telle ou telle décision. Et les arrêts en matière de révision sont motivés et parfois même très longuement dans le souci, malheureusement rarement atteint, de les faire comprendre. L'arrêt dont vous parliez tout à l'heure, ou plutôt l'affaire dont vous parliez tout à l'heure, l'affaire Seznec, l'arrêt, ce n'est pas au nombre de pages, mais enfin, 41 pages de motivation représentent un énorme travail indispensable, normal, mais qui, si l'arrêt avait été lu par tout le monde, avec attention et bonne foi, aurait peut-être permis d'éviter que dès le soir, sur les 2 plateaux de télévision du journal de 20 heures, certains s'expriment sans même l'avoir lu, cet arrêt, mais avec une conviction parfaite, totale. Il faut avoir conscience que les magistrats de la Cour de révision et de la commission de révision accomplissent cette tâche avec conscience et infiniment plus d'ouverture d'esprit qu'on ne veut bien le dire. Parce que beaucoup de magistrats, tous, ce serait l'idéal, en tout cas, on leur demande de savoir douter. On leur demande de savoir douter, du début de leur vie professionnelle à la fin, et du début d'une affaire à la fin. Le doute, l'écoute et le sens de la décision, ce sont des qualités que l'on demande aux magistrats. Sinon, ce n'est pas la peine qu'ils le soient. Ils travaillent avec ouverture d'esprit, je le pense, le plus souvent, et sans esprit corporatif. J'ai souvent entendu dire que les magistrats étaient inaptes à se remettre en cause, inaptes à remettre en cause le travail de leurs collègues. Mais existe-t-il profession où sont aussi souvent remis en cause les décisions que l'on prend, par la voie de l'appel, par la voie de la cassation, par le recours à Strasbourg, avec parfois des attendus extrêmement cinglants, et qui font totalement fi de ce que pourrait être l'amour-propre de celui qui a rendu la décision qui est censurée. Et je le vis encore actuellement à La Haye. J'ai beau être un vieux magistrat, je suis dans une chambre de première instance, je suis soumis, après avoir été longtemps à la Cour de cassation, je suis soumis à une chambre d'appel, et, ma foi, je peux être censuré. Et je le vis comme tel, car ça fait partie, depuis 1967, de ma vie professionnelle. Et de ce qu'elle est, voilà, il y a des remises en cause constantes. Donc, il n'y a pas de complot récurrent des juges pour saboter la loi de 1989. Il faut vraiment se mettre cela dans la tête.
Ils accomplissent un travail minutieux. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'a représenté pour le conseiller rapporteur de l'affaire Omar Haddad, et plus encore pour le conseiller rapporteur de l'affaire Seznec, le travail de préparation du dossier, l'examen des requêtes, de toutes les requêtes, depuis le début, il y en a eu une quinzaine, je crois, l'examen de toutes les pièces. Sachez, quand vous ne le sauriez pas, que pour Omar Haddad et pour Seznec, j'ai désigné des conseillers rapporteurs que j'ai totalement déchargés pendant plusieurs mois de toute autre activité, pour qu'ils ne puissent se consacrer qu'à cela, à leur domicile s'ils le souhaitaient, en emportant toutes les pièces du dossier. Que dans un cas comme dans l'autre, j'ai choisi des anciens présidents de cour d'assises unanimement reconnus, et qui, pour l'un et l'autre, je crois, avaient été aussi d'excellents juges d'instruction, car il fallait un savoir-faire. Il fallait une sensibilité. Il fallait aussi être capable, pour l'affaire Seznec, de se replonger très loin en arrière, de décrypter des procès-verbaux pour certains écrits à la plume. C'était un travail de bénédictin normal, qui pendant ce temps-là faisait prendre incontestablement du retard aux autres dossiers, mais tant pis, il fallait le faire. S'il y avait erreur judiciaire, il fallait effectivement mettre tous les moyens pour l'établir. Il ne faut pas oublier non plus que les juges, et c'est très difficile pour eux, ne doivent pas se laisser gagner par l'émotion. Or, certaines requêtes en révision s'inscrivent dans un climat émotionnel très intense, légitime souvent. Lorsque je suis arrivé comme sous-directeur de la justice criminelle, place Vendôme, en mai 1983, quelques jours après, je recevais l'une des phalanges de Roland Agret. Bon, c'est quelque chose qui ne vous laisse pas indifférent, absolument pas indifférent. Donc, il y a un climat émotionnel intense, parfois légitime, mais il faut être lucide, qui est parfois très habilement entretenu par des comités de soutien qui relayent à leur tour tout aussi habilement, mais sans nuance parfois, certains médias. Et l'ensemble donne à penser, ce qui est grave, que la décision est déjà acquise, avant même qu'une décision ait été rendue et avant même que des juges de la commission de révision ou de la cour de révision aient examiné le dossier. Il arrive que des requêtes soient présentées à l'opinion publique comme devant être à coup sûr accueillies, parce que des personnalités qui ont une certaine autorité et la grande chance d'être bardées de certitudes, même si elles n'ont pas ouvert le dossier, en ont décidé ainsi. Parce que parfois des avocats dont l'éloquence et la force de conviction et l'aptitude à communiquer est extrême, en ont eux aussi décidé ainsi. Et ce qui est présenté comme certain suscite ensuite une déception immense. Comment pourrait-il en être autrement? Alors comprenez-moi bien, je ne conteste pas le rôle de la presse, je ne conteste pas le rôle des comités de soutien, je dis simplement, je ne conteste pas le rôle des grandes voix, je dis simplement que par moment, il faut savoir raison garder, il faut savoir être objectif, il faut se rappeler que le travail judiciaire n'est pas un travail de sentiment, même si les juges ont des sentiments. Tout le monde n'est pas Zola et tout le monde n'est pas Voltaire. Il faut en avoir pleine conscience. Revenant sur ce que vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier que la saisine de la Cour de révision, en l'état actuel, tout cela peut changer, par la commission de révision, ne signifie pas que la révision est acquise. Ce n'est pas parce que la commission de révision a saisi la Cour de révision que les dés sont définitivement jetés. La commission de révision a instruit cette requête, elle a estimé devoir saisir la Cour de révision, qui, différemment composée, et siégeant souvent en nombre beaucoup plus important, peut parfaitement avoir un avis différent. Et, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous étions avant 1989, il arrivait que les gardes des Sceaux, parfois grands juristes, M. Capitan, M. Badinter, décident, malgré un avis défavorable de la commission de révision interne à la chancellerie, de saisir la Cour de révision parce qu'ils préféraient qu'il y ait un autre regard. Cet autre regard pouvait être positif comme il pouvait être négatif. Et sans vouloir faire du byzantinisme juridique, je vous invite quand même à bien relire les dispositifs des arrêts Omar Haddad, pas des arrêts, des avis de la commission dans Omar Haddad, dans Dils et dans Seznec. Vous verrez que dans l'affaire Seznec, les termes ne sont pas tout à fait les mêmes et que la prudence de la commission de révision est extrême. Elle porte le dossier devant la Cour de révision, ce qui ne veut pas dire qu'elle donne le sentiment d'être elle-même convaincue.
relisez. Malheureusement, les juristes ont parfois des coquetteries de style et de phrases qui ne sont pas perceptibles pour l'ensemble de l'opinion publique. En réalité, je pense que ce qui nous détruit là-dedans, c'est la formule du texte actuel. L'article 623 dit que la Commission saisit la Cour des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises, et c'est trop ambigu. Il aurait fallu trouver, ou il est encore peut-être possible de trouver, une formule qui soit saisit la Cour de révision des demandes méritant d'être soumises à son examen, ce qui serait, à mon sens, beaucoup plus neutre et éviterait peut-être les grandes désillusions dont vous avez fait état tout à l'heure. Parce que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on ne le pense. Dans l'affaire Dils, étant magistrat du ministère public et l'audience ayant été publique, je peux en parler, j'ai donc conclu, devant la commission de révision, à la saisine de la Cour de révision. Tout cela n'était pas si évident que cela, car à ce moment-là, l'élément inconnu lors des débats, qui est la présence de Holm, était présent dans le dossier. Mais Holm n'avait pas reconnu ces crimes. Et il ne faut pas oublier qu'après la décision de la Cour de révision, la Cour d'assises de renvoi, Cour d'assises de la Marne, si ma mémoire est bonne, malgré les réquisitions d'acquittement publiques, fortes de l'avocat général, a condamné Dils. Et il a fallu que, grâce à l'appel, il se rende devant la Cour d'assises du Rhône pour être acquitté. Si tout était aussi simple, ce serait absolument merveilleux. Je crois qu'il ne faut pas oublier non plus que le souci de mettre un terme, puis de réparer une éventuelle erreur judiciaire, ne doit pas non plus conduire à occulter totalement les victimes, qui, dans l'immense majorité des cas, ne disposent, elles, d'aucun relais médiatique. Le juge de révision, tout en étant soucieux d'éviter à tout prix que se perpétue une éventuelle erreur judiciaire, doit être garant d'un minimum d'équilibre. Nous y reviendrons si vous le voulez, car, ou je le dis tout de suite, le parallèle est intéressant entre l'affaire Omar Haddad et l'affaire Seznec. Dans l'affaire Omar Haddad, devant la Cour de révision, la partie civile était représentée, ou la famille de la partie civile, ce qui a permis, lors d'une audience publique, je dirais, d'assurer simplement un équilibre pour le public, de bonne foi, soucieux de comprendre. Dans l'affaire Seznec, il n'y avait plus de partie civile. Elles m'avaient écrit. Et elles avaient dit, nous sommes là, au bout de 70 ans ou de 80 ans. Voilà, nous vous envoyons une note écrite qui était signée d'une centaine de personnes, des kéméneurs qui sont répartis maintenant dans le monde entier. Cette note a été bien entendu envoyée aux parties, mais je pense que l'absence de ce qui fait le contradictoire dans une audience a peut-être aussi contribué à cette immense incompréhension le soir du verdict. Je voudrais aussi que l'on n'oublie pas que certaines décisions que l'on qualifie d'erreurs judiciaires ont conduit après un nouveau procès à des acquittements intervenus non pas à la suite d'une procédure de révision, mais à la suite de pourvois dans l'intérêt de la loi formés par le garde des Sceaux. Jean-Marie Deveau n'a pas été révisé. Jean-Marie Deveau, c'est un pourvoi dans l'intérêt de la loi, formé en 1968 ou 9. Je connais bien cette affaire car c'est la première fois que j'ai mis les pieds dans un palais de justice. En 1963, entrant dans un palais de justice, j'ai assisté avec stupéfaction au débat de l'affaire Jean-Marie Deveau dans la cour d'assises du Rhône. J'étais en première année de droit, j'étais outré. Et je ne connaissais rien à la procédure, c'était le cours de deuxième année. Outré. Toujours est-il que l'affaire Deveau est revenue devant la cour d'assises de la Côte d'Or en 69, mais sur pourvoi dans l'intérêt de la loi, car il n'y avait pas de fait nouveau, estimait-on en tout cas à l'époque. L'affaire de Guy Mauvillain, en 1982 ou 1983, je ne sais pas, est revenue devant la cour d'assises de la Gironde à l'époque sur pourvoi dans l'intérêt de la loi. Tout cela m'est revenu en tête grâce à Madame Chloé Marchand, qui m'a forcé finalement à faire remonter tous mes souvenirs. Bien. Ce qui veut dire que, de temps en temps, ces juges obtus sont quand même capables, lorsque la voie de la révision est fermée, d'essayer de trouver une autre solution. Alors, je sais bien que la voie du pourvoi dans l'intérêt de la loi, elle est extrêmement étroite, mais elle existe. Elle existe. Enfin, il ne faut pas oublier, je terminerai par là mes réflexions, que l'on peut parfois se tromper à rebours, si je puis dire. Je songe à un dossier de la fin des années 1980, qui avait mobilisé en sa faveur, en faveur de la révision de la personne condamnée pour plusieurs viols, des avocats de renom et un très important comité de soutien. Pour tout le monde, la révision était acquise, ça allait de soi, cette personne devait bénéficier d'une révision. On ne trouvait pas de faits nouveaux ou de pièces nouvelles, puisque c'était à l'époque de nature à établir l'innocence.
Ce qui fait que l'intéressé bénéficiera d'une grâce partielle, puis d'une libération conditionnelle, et très peu de temps après, il sera arrêté pour avoir commis 2 viols, pour lesquels il sera condamné, sans que personne ne lève la voix, par une cour d'assises. L'un des membres les plus éminents du comité de soutien, un grand historien qui n'est plus de ce monde, était venu plaider la cause de cette personne. Dans le bureau même du ministre, j'étais présent, je m'en souviens. Seul, il aura le courage, très seul de son espèce, dans une tribune publique, de s'excuser, d'avoir pris à ce point fait et cause pour la requête de révision initiale, quand il voyait finalement ce qu'il constatait. Seul, aucun des avocats n'a eu le courage de faire la moindre excuse ou de tenir le moindre propos. Donc attention aux erreurs à rebours, ça peut exister aussi, et ça peut expliquer que des magistrats, car on le leur demande de temps en temps, soient un peu prudents et soient un peu circonspects. Alors, procédure exceptionnelle, et qui, je l'espère, devrait le devenir de plus en plus, puisque je vous ai bien entendu tout à l'heure, dès lors qu'à la racine des procédures, il se produit d'incroyables progrès en matière de police technique et scientifique, ce qui, espérons-le, devrait permettre de diminuer le nombre ou le risque d'erreur, et grâce à l'instauration du 2e degré de juridiction. Enfin, on ne peut pas pour autant exclure qu'il y ait des erreurs. Comment alors à ce moment-là y faire face, et comment peut-on modifier ou améliorer la loi? Alors, je parlerai surtout de la procédure de révision classique. Je connais moins la procédure de réexamen, même si elle s'est mise en place pendant que j'étais président de la Chambre criminelle. Je me suis, comme vous l'avez fait tout à l'heure, référé au rapport de la Cour de cassation. Je me suis référé à la proposition de loi de Georges Fenech de 2007. Et puis j'ai essayé de rassembler. La solitude néerlandaise permet de disposer d'un peu de temps le soir, après le repas. J'ai essayé de rassembler tout ce qui tourne dans l'air depuis quand même des années, parce que tout cela n'est pas nouveau, mais une nouvelle fois, l'intérêt c'est de le synthétiser pour essayer d'améliorer les choses. Alors les cas d'ouverture, tout d'abord. Bon, alors, on s'est souvent interrogé sur la nécessité de maintenir 4 cas d'ouverture. J'ai le sentiment que l'on pourrait, à mon avis, sans inconvénient majeur, faire un seul article 622 sans qu'il y ait forcément premièrement, un deuxièmement ou un troisièmement qui rentre assez aisément dans le fait nouveau. Plus important, je me suis interrogé sur la nécessité de laisser subsister l'alternative fait nouveau, exemple typique, l'affaire Agray, intervention d'une condamnation postérieure d'un des accusateurs pour subornation d'un co-accusé, ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès. Pour moi, c'est l'exemple de l'affaire Dils. On apprend ultérieurement que Holm était passé sur les lieux. C'est un élément qui s'était produit à l'époque, mais que l'on ne connaissait pas. Donc, faut-il conserver la distinction fait nouveau ou élément inconnu, l'un et l'autre devant être de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Inconnu est au singulier, donc il ne se raccroche qu'à élément. Mais l'un et l'autre doivent être de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. En réalité, je pense qu'il faut maintenir cette distinction, car seul le fameux élément est qualifié d'inconnu. Et à la différence du fait nouveau, lui seul pouvait exister lors du premier procès, lui seul pouvait préexister au premier procès. Il était simplement inconnu de la juridiction. Le mot élément est un mot qui est quand même très large. Il a remplacé le mot pièce, mais c'est à dessein. C'est pour couvrir beaucoup plus de choses, même si ça n'est que peu défini, parce que tout cela, c'est du cas par cas. C'est du fait. Ça variera d'une affaire à l'autre. Et je ne crois pas qu'il y aurait intérêt à absorber dans le mot fait l'élément inconnu. Il y aurait là une source de confusion. Il me semble qu'une jurisprudence s'est constituée sur les 2 termes. Je pense qu'il faut les conserver. On parle souvent de l'apparition de ces nouvelles techniques qui peuvent être postérieures, vous y avez fait allusion, M. Touré, il y a un instant, qui peuvent être postérieures à l'arrêt de condamnation et qui seraient peut-être de nature à bouleverser l'appréhension que l'on a d'une affaire. Alors, peut-on considérer que l'apparition d'une nouvelle technique d'analyse génétique, par exemple, constitue un élément inconnu lors des débats qui serait de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné? Je dirais pourquoi pas. Je ne sais pas comment le décliner, je ne sais pas comment le mettre en musique, je ne sais pas comment, la plume à la main, légiférer là-dessus. C'est pas mon travail, me direz-vous, c'est le vôtre. Mais enfin, a priori, je n'exclus pas cela, car
éviter une erreur judiciaire, si ça passe par là, il faut bien entendu prendre ce moyen-là. Comment? Prenons-le comme un moyen nouveau, alors. Comme un moyen nouveau. Et dans le même ordre d'idées, et je sais qu'en disant cela, je choquerai peut-être un certain nombre de mes anciens collègues, mais il me semble qu'on a toujours distingué l'élément inconnu lors des débats, qui en réalité était connu, mais que l'on n'avait pas su utiliser, que l'on n'avait pas invoqué, que peut-être les juges n'avaient pas su exploiter, et que la défense aussi n'a pas su exploiter. Je pense que si on a de bonnes raisons de penser qu'il y a là une piste qui est nécessaire, qui peut peut-être éviter une erreur judiciaire, il faut ouvrir encore un peu pour tenter. Là encore, je ne sais pas comment le décliner, mais il me semble difficile de se l'interdire d'emblée sans réflexion préalable. Fait nouveau, élément inconnu lors des débats, de nature à faire naître un doute. Alors, faut-il qualifier ce doute, puisque M. Dreyfus-Schmidt avait fait sauter, et avait été suivi par le Parlement, le mot de doute sérieux. Faut-il qualifier le doute? Alors, le sujet est inépuisable. Hein. Bon, que ça plaise ou non, je crois qu'il n'y a rien de plus subjectif que le doute, et personne, selon son tempérament, selon son éducation, selon sa formation, selon son expérience personnelle de la vie, selon son expérience professionnelle, personne n'a la même conception du doute. Et je pense qu'il serait périlleux de vouloir tout codifier, de vouloir tout réglementer, de vouloir tout prévoir, de faire une échelle du doute comme on demande actuellement aux patients de se situer sur une échelle de la douleur. Il n'y a rien de plus subjectif que cela. Quand on doute et on en tire les conséquences. Et si on ne doute pas, eh bien c'est que l'on est certain et l'on en tire les conséquences. Je voudrais simplement vous dire que je suis à la Cour pénale internationale et que le statut de Rome, qui est notre Bible juridique, notre code de procédure pénale, prévoit qu'une décision de culpabilité ne peut être rendue que si les juges sont convaincus au-delà de tout doute raisonnable. Sachez-le, cette formule qui qualifie le doute se révèle très difficile à décliner. Car il faut d'abord, dans nos délibérés, crime par crime, accusé par accusé, définir ce qu'est le doute, avec bien entendu des références aux éléments factuels, et puis ensuite il faut définir ce qu'est le doute raisonnable. Et nous nous retrouvons des juges venant de pays différents, de cultures différentes, de cultures juridiques différentes, de méthodes de pensée différentes, de manières de travailler différentes, face à une espèce de double démarche, double montée d'escalier qui se révèle complexe. Faut-il compléter ce cas d'ouverture et introduire une notion analogue à celle qui figure dans l'article 26 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie? L'article 26 du statut du TPY parle de découverte d'un fait nouveau, je vous remettrai les textes si vous voulez, parle de découverte d'un fait nouveau, inconnu lors du procès, et qui aurait pu être un élément décisif de la décision. Et l'article 84 du statut de la Cour pénale internationale, lui, parle de découverte d'un fait nouveau qui n'était pas connu au moment du procès et qui, s'il avait été établi, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent. Alors j'ai tout à fait conscience qu'il s'agit de formules vagues et par là même peut-être un peu dangereuses, car il faut, c'est le propre de la loi, essayer de guider un peu les juges. Mais elles sont quand même le résultat, s'agissant de la Cour pénale internationale, d'une conférence diplomatique qui, à Rome, en 1998, a réuni des juristes et des diplomates juristes de tous les continents. Donc, ça lui confère malgré tout un certain intérêt. Je n'ai pas de jurisprudence à vous proposer, si ce n'est, mais il doit y en avoir d'autres, un arrêt du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Je vous en dirai un mot dans un instant. Alors, est-ce qu'il faudrait ajouter à notre quatrième mande 622 fait nouveau ou élément inconnu lors des débats, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, ou qui aurait pu constituer un élément décisif lors de la prise de décision? Je ne sais pas. Il faudra que vous tricotiez tout cela, mais je ne pouvais pas ne pas vous transmettre ces éléments d'information. Oui, la Chambre d'appel du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le 8 décembre 2010, dans une affaire Veselin, je vais très mal prononcer, Šljivančanin, a utilisé la motivation suivante, je cite, « La révision est nécessaire, car l'incidence du fait nouveau, s'il est avéré, peut être telle que sa méconnaissance entraînerait une erreur judiciaire. » Fin de citation.
La Chambre d'appel a considéré que ce fait nouveau rendait, je cite, insoutenable, fin de citation, son interprétation initiale du comportement de l'accusé, et elle a infirmé la déclaration de culpabilité supplémentaire qui était en débat en réduisant la peine de 17 à 10 ans. Je vous laisserai mes notes si vous voulez, si ça peut vous être utile. Alors, qui peut demander la révision? Vous avez évoqué tout à l'heure les ayants droit. Pourquoi pas les ayants droit? Je crois que c'est une formule, Monsieur Fenech, que vous avez retenue dans votre proposition de 2007. Il faut avoir conscience que c'est très large. Il faut aussi avoir conscience que l'on peut avoir parmi les ayants droit des personnes qui ont des points de vue radicalement différents. Et si l'on veut un peu de paix dans les familles, il faut aussi être attentif à cela. On sait qu'il y en a parmi les descendants qui seront parfois persuadés et pénétrés de l'innocence, et d'autres qui ne le seront pas. À voir. J'appelle quand même votre attention sur une des dispositions actuelles qui est fort peu utilisée. C'est ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse. Je trouve que c'est dommage, car je pense que lorsque la personne qui se sent injustement condamnée et victime d'une erreur judiciaire veut mener ce combat, sait qu'elle ne sera pas éternelle, il ne serait pas déraisonnable qu'elle précise bien ceux auxquels elle entend donner la mission expresse de relever en quelque sorte les démarches qu'elle est en train de faire. Cela parfois éviterait peut-être que des descendants se parent de beaucoup d'initiatives dont on ne sait pas si elles sont toutes totalement altruistes. Vous avez parlé tout à l'heure du procureur général de la Cour de cassation. Alors, il est vrai qu'il peut saisir la commission de réexamen. On peut éventuellement, c'est vrai, lui demander de saisir aussi la commission de révision. Il sera sans doute assez fréquemment saisi, mais ce n'est pas ça le problème. Je pense simplement qu'à partir du moment où il saisira d'une requête en révision, à partir du moment où il conclura devant la commission de révision, à partir du moment où il conclura peut-être devant la Cour de révision, il faut être attentif en termes d'apparence à ce que l'on ne voit pas là une sorte de cumul ou de conflit d'intérêts. Car nous ne sommes pas dans le droit, là, nous sommes dans le fait. Il y a du droit, mais il y a aussi beaucoup de faits. Et je pense qu'il serait à ce moment-là souhaitable que ce soit des avocats généraux différents, qui soient à la racine pour la saisine, qui soient devant la commission de révision et qui soient ensuite devant la Cour de révision. 2, 3 regards, c'est excellent en matière de révision. Et je veux simplement rappeler que, en tout cas sous ma présidence, le plus souvent, pour ne pas dire tout le temps, sauf dans l'affaire Seznec, c'est singulier, l'avocat général présent devant la commission de révision n'était pas celui qui était devant la Cour de révision. Car on souhaitait que tout un nouveau travail, prenant peut-être des centaines d'heures, mais soit accompli par un autre avocat général, de manière à ce qu'il y ait plusieurs regards. C'est une voie de recours extraordinaire et exceptionnelle. Et à ce titre-là, il faut en payer le prix. Alors, supprimer la commission, je pense à la proposition de Georges Fenech, et l'intégrer au sein de la Cour de révision. Bon, je vois, mais là, je suis peut-être un juriste un tout petit peu étroit ou ancien, j'y vois des difficultés. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est une commission d'instruction. Et ayant instruit, je ne pense pas, c'est vraiment toute la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l'homme, je ne pense pas que ses membres puissent ensuite siéger au sein de la Cour de révision. Ce qui fait que sur une Cour de révision de 7 membres, extraire une commission de 3 membres qui ne pourra pas ensuite siéger, cela fait un effectif extrêmement réduit pour la Cour de révision elle-même. Il faut avoir conscience que la tâche est très lourde. Certains dossiers demandent des heures, des jours, des semaines, des mois de travail. Les suppléments d'information sont souvent accomplis par le membre de la commission de révision lui-même. Il lui arrive de déléguer, mais quand on prend les investigations faites dans l'affaire Dils par le conseiller Favard, on se rend compte qu'il s'est déplacé moult fois lui-même pour rencontrer Holm, etc. C'est un vrai travail d'instruction. Et il arrive, ce n'est pas systématique, mais que d'anciens juges d'instruction soient membres de la commission de révision, ce qui peut être quand même une très bonne chose. Et puis il faut se prononcer très vite sur les requêtes manifestement irrecevables. Donc pour moi, le fait qu'il y ait 2 instances distinctes ne me paraît pas déraisonnable. Le chiffre de 7, j'y reviens, me paraît faible. Me paraît faible parce que, voie de recours exceptionnelle, cela peut entraîner des délibérés exceptionnels, réunissant un nombre élevé de personnes pour confronter le maximum de points de vue. Dans l'affaire Omar Haddad, j'avais souhaité, comme dans l'affaire Seznec, que siège toute la chambre criminelle, à l'exception des magistrats ayant connu de l'affaire, soit au stade de la commission de révision, soit, de manière très exceptionnelle peut-être, au stade de des cours et tribunaux, s'ils avaient eu à en connaître avant.
Ce qui fait que pour l'affaire Seznec, nous étions 33. C'est peut-être trop. Cela montre en tout cas l'intérêt et l'importance que l'on porte à un dossier. Cela peut peut-être expliquer que la solution ne soit pas tout à fait celle que 5 conseillers seulement avaient pensé être la bonne. Composition de la Cour de révision. Alors, je sais qu'à l'heure actuelle, et c'est maintenant quelque chose qu'il faut sans doute modifier, on n'aime pas les compositions variables. On n'aime pas qu'un président de la Chambre criminelle puisse composer lui-même une chambre. D'où l'intérêt d'ailleurs de mettre tous les magistrats de la Chambre, car au moins on ne vous fait pas le procès d'intention d'avoir composé la Chambre à votre main. Alors, on peut très bien prévoir que la loi définisse les conditions dans lesquelles sera composée la cour de révision et la commission de révision. J'indiquais tout à l'heure que l'ancienne commission de révision était composée de magistrats des chambres civiles de la Cour de cassation. La commission de réexamen est panachée. Je ne verrai, moi, aucun obstacle à ce que l'on panache, à l'heure actuelle, la Cour de révision. Ayons simplement conscience qu'il n'est pas déraisonnable d'y mettre quand même quelques pénalistes, car il s'agit de revoir des arrêts de cour d'assises ou des arrêts de tribunaux correctionnels. Il n'est pas déraisonnable d'y mettre des personnes ayant exercé des fonctions de président de cour d'assises. Il n'est pas déraisonnable d'y mettre des personnes ayant été magistrats instructeurs. À l'heure actuelle, les conseillers référendaires, qui sont membres de la commission et de la cour de révision, apportent, j'allais dire, la fraîcheur de fonctions de cours et tribunaux exercées depuis fort peu de temps et qu'ils retrouveront ensuite. Il est également vrai que la plupart des conseillers à la Cour de cassation n'ont pas fait toute leur carrière à la Cour de cassation et gardent de leur pratique du fait des souvenirs extrêmement précis. Certains d'ailleurs ne parviennent pas à les perdre et sont du coup de très mauvais conseillers à la Cour de cassation. Je ne vois pas d'obstacle à ce que l'Assemblée générale de la Cour de cassation, c'est comme ça qu'elle procède pour la plupart des désignations, décide lors de son Assemblée générale annuelle d'affecter donc les membres des chambres civiles et de la Chambre criminelle qui composeront ces deux instances. Je pense simplement qu'il faut prévoir une durée minimale. Si l'on doit être membre de la commission de révision et de la Cour de révision, ce n'est pas pour 1 an. Je pense que c'est au minimum pour 3 ans et qu'il faut peut-être même prévoir une possibilité de renouvellement, car cela demande un peu de professionnalisme. Il faut veiller, sans doute, parce que ce sont des choses auxquelles on ne pensait pas autrefois, à ce que les conseillers qui ont connu du pourvoi ne connaissent pas de la procédure de révision. Je le dis dans un souci de juridisme absolu. En même temps, je pense que c'est totalement artificiel. Car lorsque l'on examine le pourvoi en cassation, on examine des moyens de droit et l'on n'examine pas du tout les questions de fait. Mais si pour l'apparence, il faut passer par là, alors il faut le prévoir, à mon sens. Alors, j'évoquais tout à l'heure la commission de révision avant 89 avec des non-magistrats, c'est-à-dire des directeurs du ministère de la Justice pouvant être préfets, conseillers à la Cour des comptes ou maîtres des requêtes au Conseil d'État. Est-ce qu'il faudrait instiller dans la Cour de révision des personnes venant de la société civile ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? D'abord, parce que la Chambre criminelle n'a rien à cacher. Mais rien à cacher. Ces délibérés ne sont pas honteux. Yves Baudelot, nous travaillons. L'affaire Seznec m'a pris des centaines d'heures en sus de tout le reste. Et je ne le regrette pas. Et elle a pris également des dizaines d'heures aux membres de la Chambre qui ont siégé. Car les gens n'arrivent pas les mains dans les poches pour un dossier comme celui-là. C'est un peu dur, hein. Vous ne l'avez pas pris à votre compte, mais c'est un peu dur d'entendre cela. Et c'est en toute amitié pour cet avocat que je le dis. En toute amitié, mais c'est très dur d'oser dire cela. Alors, pourquoi pas un échevinage ? Pourquoi pas un échevinage ? Oui, pourquoi pas ? Alors simplement, qui choisir ? Comment choisir ? Selon quelle proportion ? Répartition homme-femme. N'oubliez pas que 4/5 des rôles de cour d'assises sont des affaires de mœurs. Il faut penser à cela. Répartition province-Paris. La justice de révision ne doit pas être parisienne, hein, elle doit être hexagonale. Faut-il s'inspirer de la manière dont on désigne les assesseurs de tribunaux pour enfants ? Je veux dire, tout est possible et tout peut être utile. La sagesse de personnes venant de l'extérieur, un regard neuf, un regard extérieur de la société civile, oui, pourquoi pas. Je pense qu'il faut qu'il soit en nombre quand même moindre que les magistrats, mais je n'y verrai que des avantages, tout en appelant bien votre attention, et je pense que Georges Fenech en a pleine conscience, et vous aussi, maître, puisque vous êtes avocat, les membres de la société civile, quand on leur demande de juger au pénal,
ne sont pas toujours aussi bienveillants qu'on peut le croire. Attention, on peut avoir de très très fortes désillusions en ce domaine. Le fonctionnement même de la commission, je suis trop long, mais je me dépêche, je vais finir. L'article 623. L'article 623, voilà. Alors il y a beaucoup de choses. Non, pas l'article 623, l'article 626. Celui qui prévoit toute la procédure devant la Cour de révision. 625. Il est un peu confus. Alors, si l'occasion est donnée de le réécrire, tant mieux. Ça permettra de mettre en forme législative ce qui relève de la jurisprudence et de la Commission et de la Cour. Cela permettra vraisemblablement de beaucoup mieux préciser, j'y faisais allusion tout à l'heure, la place des victimes. Cela permettra aussi vraisemblablement de mieux cerner les conditions dans lesquelles, lors de l'instruction de la requête, le requérant ou son conseil peuvent être amenés à demander des investigations, car tout cela est un peu confus et est laissé à la bonne volonté, qui est le plus souvent très grande, des présidents successifs de la commission de révision. Cela permettra aussi de mieux préciser la place du requérant. Quoique n'ayant pas qualité pour former une requête, au nom de son grand-père Guillaume Seznec, son petit-fils Denis avait été autorisé à s'associer à la demande de Jean-Denis Brodin et d'Yves Baudelot, et vous vous rappelez qu'il était présent à l'audience et que c'est lui qui a eu la parole en dernier. Ce n'était pas obligatoire. Ça m'est apparu aller de soi, mais ça n'était pas obligatoire. L'enregistrement des débats, vous en avez parlé. Alors je viens d'une juridiction, actuellement, où je siège, je préside une chambre là-bas, où tout est filmé, tout est enregistré, tout est pris en sténotypie. Ce qui permet d'avoir des transcrits auxquels on peut se référer, c'est infiniment précieux. Alors, c'est sans doute coûteux, mais ne serait-ce que pour éviter l'incompréhension qui rôde autour de ces procédures de révision, pour faciliter le travail de la commission de révision et de la cour de révision, pour permettre, à défaut donc de procès-verbal des débats qui soit utile, puisque le procès-verbal des débats n'a pas cette finalité, il faut enregistrer au moins les débats de cour d'assises. Si l'on veut vraiment se donner les moyens de lutter contre peut-être 2 erreurs judiciaires par an, il faut enregistrer tous les débats de cour d'assises. Alors je sais qu'on va peut-être nous dire qu'il y a là une rupture d'égalité pour les débats correctionnels. Je pense que le quantum des peines encourues peut peut-être permettre de justifier une telle rupture d'égalité. En tout cas, l'expérience que je vis actuellement et l'usage quotidien que je fais des transcrits d'audience m'incitent à dire oui, enregistrons audio. Filmer, je ne suis pas sûr que ça facilite toujours. Et là, pour le coup, ce sera très coûteux, avec les pannes que l'on peut avoir et les difficultés. Mais l'audio et retranscription ensuite, oui. La motivation des arrêts de cour d'assises, je ne suis pas bon là-dessus, dans la mesure où j'ai quitté donc mes fonctions avant qu'elles n'interviennent. J'ai cru comprendre que la motivation était succincte, qu'elle ne répondait sans doute pas tout à fait aux vœux que l'on avait mis dans cette nouvelle rédaction du Code de procédure pénale. Je conviens tout à fait qu'il soit difficile pour quelqu'un qui n'est pas magistrat, qui ne connaît pas la cour d'assises, de se contenter de ce que sont les réponses à une feuille de questions, aussi précises et didactiques soient-elles. Je le comprends. Simplement, il faut avoir conscience que le plus souvent, ce sera le président qui rédigera cette motivation. Les assesseurs sont très souvent en cour d'assises fugaces. Ils sont là pour la session ou pour une affaire, ils ne restent pas. Et on ne peut pas demander à des jurés, sauf exception, ils peuvent contribuer, mais on ne peut pas leur demander d'assurer une motivation. Alors, ça n'est pas très simple parce que si le président a été mis en minorité, c'est quand même un travail très schizophrénique. Et dans une formation à 3, lorsqu'il y en a un qui est mis en minorité, ce n'est pas lui qui rédige le jugement majoritaire. On essaye d'éviter justement quelque chose qui va à l'encontre de votre conviction profonde. Il faudra à ce moment-là aussi bien penser au délai de pourvoi. Le délai de pourvoi est de 5 jours. Est-ce que cela devra conduire à prolonger le délai de pourvoi? Car on ne peut pas demander une motivation correcte et décente en l'espace de 24 heures. Je crois qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais la motivation réduite qui est exigée est une motivation qui doit intervenir. Ah oui, c'est très très court. C'est très très court. Enfin, c'est peut-être possible dans bon nombre d'affaires. Dans certaines, ça peut ne pas l'être. Laissez-les. Je me contenterai de dire oui. Quand on sait ce que sont devenues maintenant les analyses, les possibilités d'analyse scientifique, il faut effectivement ne pas se retrouver, si je peux m'exprimer ainsi, le bec dans l'eau, en ayant
perdu, tout ce qui permettrait de nouvelles analyses. Alors là, il y a un travail qui est à mener de manière aussi constructive que possible entre la direction des affaires criminelles et la direction des services judiciaires, car il faut concilier les deux. Il faut concilier les capacités d'absorption et de conservation des greffes, et en même temps cette nécessité. Je n'ai pas de solution clé en main à vous donner. Je terminerai avec la procédure de réexamen. J'ai vu, M. Fenech, que vous aviez proposé éventuellement une fusion des deux commissions. Bon, j'avoue que j'ai un peu de peine à voir cette fusion, car il me semble qu'on est en présence de deux procédures différentes. On n'est pas sur le même registre. Nous avons d'un côté cette cour de révision qui plonge à nouveau dans le fond des dossiers et qui doit traiter de questions de fait. Puis de l'autre côté, nous avons la commission de réexamen qui voit arriver un dossier que la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné le plus souvent pour une erreur de procédure et le plus souvent pour une violation de l'article 6. Il faut en tirer les conséquences procédurales. Mais en principe, la condamnation de la France par Strasbourg n'a pas obligatoirement un impact sur la culpabilité en tant que telle, qui n'est pas obligatoirement remise en cause. Alors, je crois qu'il faut laisser à cette procédure sa place exacte. Il ne faut pas laisser croire qu'elle s'inscrit dans une démarche de reconnaissance de l'innocence, car là encore, on créerait une désillusion phénoménale. Et je peux me laisser convaincre, mais enfin, je ne vois pas, a priori pour l'instant, quel serait l'intérêt de fusionner. Il y a une commission de réexamen qui semble fonctionner de manière correcte, au vu des saisines qui sont les siennes, que je n'ai d'ailleurs pas en tête. Je ne sais pas très bien combien de fois elle a été saisie, mais enfin, c'est pas monumental. Si, dans le rapport de la Cour de cassation, j'ai vu que c'était relativement peu. Mais enfin, en 10 ans, il y a quand même bien eu une quarantaine ou une cinquantaine ou une soixantaine d'affaires, vraisemblablement. D'accord, bon. Bon, donc, soyons heureux, ça fonctionne, mais ça fonctionne dans un contexte bien différent, puisque nous sommes là sur une condamnation pour une erreur de procédure. Voilà, écoutez, je suis confus. J'ai été très long, mais... Monsieur le Président, on a le sentiment un peu que vous venez pour l'histoire. D'ailleurs, tout ce que vous direz... préparé dans l'affaire Seznec. J'aurais aimé le lendemain pouvoir moi aussi parler devant les micros. J'ai trouvé 3 articles, l'un dans Libération de Daniel Schneiderman, un autre dans Le Point et un courrier des lecteurs dans Le Monde. J'ai trouvé 3 articles qui disaient « Et si la Cour de révision avait, en définitive, bien fait son travail ?» Lisez l'article de Schneiderman, je vous le passerai. Il peut nous inciter quand même à réfléchir un peu. Merci, Monsieur le Président. Je me permettrai de vous dire, nous avons un sentiment de participer quand même à un moment important, Georges Fenech et moi-même. Et je souhaiterais absolument vous demander de travailler un peu plus et de nous adresser un mémoire écrit. Nous expliquons un peu tout ça, car nous allons l'annexer. Ça sera ici. Pour l'histoire, on en a besoin, Monsieur le Président. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire. Bon. Ce sera pour le week-end prochain, et je l'enverrai à Chloé Marchand. Et en particulier dans l'affaire Seznec, beaucoup de choses en vous entendant. Moi, je ne connaissais pas du tout cette affaire. Simplement, depuis que je suis là, dans cette commission, je me suis fait communiquer toutes les pièces de procédure. C'est pas difficile, on peut les avoir en direct. Toutes les anciennes requêtes de révision ? Tout. Tous les livres qui, pour les uns, disent blanc et les autres disent noir. Bon, c'était déjà beaucoup. Enfin, j'ai lu ça quand même. Hein. Ça fait très largement plus de 1000 pages. C'est bien, mais il y en a beaucoup plus. Je tenais à vous dire ça pour vous montrer le sérieux de nos investigations. Et dans cette notion de doute, Monsieur le Président, je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'à partir du moment
où une commission a dit de 5 magistrats, qui avaient quand même, je l'ai lu l'arrêt, je suis d'accord avec vous, elle n'a pas tranché complètement. C'est vrai, c'est dans toute la subtilité juridique que l'on connaît, mais quand même. Deuxièmement, la position de monsieur le procureur général, si mes souvenirs sont bons, est également intéressante. Voilà, je vous dis ça simplement, je n'irai pas au-delà, la décision a été rendue, je n'ai pas à dire quoi que ce soit. Mais bon, voilà. Deuxième chose maintenant, sur la notion, cette notion de doute. J'avais, dans un passé récent, interpellé à la fois monsieur le vice-président du Conseil d'État et monsieur le premier président de la Cour de cassation sur qu'est-ce que voulait dire un doute raisonnable. Intéressant. Qu'est-ce qu'un doute raisonnable? Ils m'ont dit que c'était un doute léger, monsieur le président, et non pas un doute sérieux. Un doute léger, un doute raisonnable. Parce que finalement, c'est tout le problème de cette notion de doute. Beaucoup nous disent qu'il faut que l'on puisse être saisi en cas de moindre doute. Voilà. Il ne peut pas y avoir de doute sur le doute. C'est aussi simple que cela. Et que, en tout cas, la manière dont le texte législatif est rédigé laisse actuellement de grandes incertitudes. La deuxième chose, c'est sur l'élément inconnu. L'élément inconnu, il nous a été proposé une nouvelle définition tout à l'heure qui nous semblait intéressante, non débattue. Préciser que c'est un élément inconnu ou non débattu devant la juridiction. En effet, on peut parfaitement concevoir une expertise déterminante qui n'a pas été débattue ensuite devant la juridiction. Bon. Donc, nous nous interrogeons cela. Monsieur le procureur général nous a fait remarquer que si la Cour de révision avait tranché chaque fois sur le fait nouveau, elle n'avait jamais tranché sur l'élément inconnu. Il nous disait, réfléchissez à ce niveau-là. Il se retourne vers nous en disant, vous êtes le législateur, repensez cela. Donc, il y a là peut-être quelque chose d'important qui puisse intervenir. Bon. Vous avez fait tout un certain nombre de propositions qui rejoignent très, très largement nos travaux. Et je tiens à vous en remercier. Il y a une précision que je souhaiterais avoir de votre part. Lorsque la Cour de révision a statué, faut-il qu'elle renvoie ou pas? Est-ce que c'est vraiment utile? La Cour de révision, ça sera dans le cadre de notre pyramide des valeurs ou des références, ce qu'il y a de plus haut. À partir de ce moment-là, pourquoi renvoyer? Soit elle accepte, et donc c'est acquis, puisqu'on ne se bat pas pour savoir si c'est 2 ans ou 3 ans ou 10 ans ou 20 ans, c'est ou la condamnation ou l'acquittement. Ça ne peut pas être entre les deux, par définition. Donc à partir de ce moment-là, ne serait-il pas, vraiment, ça nous interpelle fort, ça, Monsieur le Président. Est-ce qu'il ne faut pas dire à la Cour de révision, c'est vous qui statuez? Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, on a à faire la différence entre l'instruction et la décision, ne serait-ce que pour les décisions européennes, même si on nous a proposé de faire la même chose, je crois qu'on se ferait sanctionner sur le plan européen à ce niveau si on ne distingue pas l'instruction et la décision. Et qu'en particulier, bien évidemment, les magistrats qui ont participé à l'instruction ne participent pas à la décision. Tout cela va de soi. Bon. Donc, l'idée un peu qui ressort de cela, je veux vraiment bien la préciser devant vous, ça serait qu'on aurait une cour de révision qui ne serait pas constituée de 7 personnes, mais peut-être de 13, 2 par chambre, avec un président qui serait désigné par l'Assemblée plénière, qui ne serait pas forcément le président de la Chambre criminelle, qui serait désigné par l'Assemblée plénière, proposition de Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, donc ça serait 13 personnes, bon, et qu'il y aurait à côté une commission d'instruction telle qu'elle fonctionne actuellement, qui ait les mêmes pouvoirs, et même des pouvoirs accrus, puisque ça serait tous les pouvoirs d'instruction du juge d'instruction
dont elle pourrait être saisie. Voilà un peu, donc, dans un premier temps, cette commission d'instruction regarde la recevabilité, elle instruit, elle peut être saisie par la Cour de révision, et la Cour de révision tranche. Et elle ne renvoie pas. Voilà une structuration possible. Il peut y en avoir d'autres. Je n'ai pas cela. Donc, il nous a été proposé par certains qu'effectivement, il puisse y avoir des non-magistrats. Certains ont proposé des magistrats qui n'appartiennent pas à la Cour de cassation. D'autres ont proposé deux non-magistrats. Après tout, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas les anciens gardes des Sceaux? Enfin, je ne sais pas, moi. Ce qui nous est dit, en tout cas, c'est que et même quelqu'un comme M. Roland Agré vous a dit, moi je suis totalement opposé à la présence de non-magistrats, car je veux qu'il y ait des gens de culture juridique et de connaissances juridiques. C'est quand même intéressant d'avoir son opinion. C'est très intéressant, car j'ai eu de longs dialogues avec Roland Agré il y a 30 ans, vous savez. Les magistrats ne sont pas dans leur tour d'ivoire, et même les requérants, par moments, appelaient le directeur des affaires criminelles en direct, venaient le voir. Et avant 89, vous nous avez bien expliqué qu'il y avait des non-magistrats, puisque hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, mais eux-mêmes pas forcément magistrats. Donc on peut réfléchir sur tout. On peut réfléchir sur tout. Bon, il faudra quand même qu'on fasse simple, pas trop compliqué. C'est à la fin, vous savez, on nous a fait tellement de propositions. Voilà, ça c'est peut-être ça. Donc j'aimerais bien avoir votre sentiment sur ces deux choses dont je vous parle. Écoutez, sur la commission d'instruction, très brièvement, j'ai vraiment le sentiment qu'à l'heure actuelle, elle se comporte déjà, ou en tout cas celui qui est le rapporteur au sein de la commission d'instruction, se comporte déjà, si c'est nécessaire, comme un magistrat instructeur. Et s'il s'avère au niveau de la Cour de révision que les investigations ont été insuffisantes, le conseiller rapporteur fait de même. Dans l'affaire Dils, la Cour de révision a d'abord ordonné un supplément d'information que le conseiller rapporteur, M. Schall, je crois, a effectué avant de revenir en audience devant la même Cour de révision. Donc ce souci d'essayer, j'allais dire, de cerner et d'obtenir le maximum d'éléments d'information existe déjà, peut-être s'améliorer. À cet égard, l'article 625 peut peut-être être mieux décliné, une nouvelle fois, pour que chacun s'y retrouve bien, que ce soit lisible, et pour que les jurisprudences qui ont été mises en place depuis quelques années soient intégrées si elles paraissent bonnes. La question relative donc à un éventuel échevinage, je vous ai donné mon point de vue, vient un moment où on a le sentiment d'être tellement suspecté que l'on en vient à dire « mais ouvrons les portes ». Et une nouvelle fois, je le redis, ça m'intéresse ce que vous avez dit de Roland Agré, la société civile peut être infiniment plus sévère que le magistrat professionnel, y compris pour la reconnaissance d'une éventuelle erreur judiciaire. L'élément inconnu, peut-être y a-t-il eu une certaine confusion de la part des uns et des autres, et un mélange entre le mot fait nouveau et le mot élément inconnu. Ça n'est pas exclu. Je pense quand même que, notamment dans l'affaire Seznec, le mot à la fin de chacun des paragraphes, sur chacun des etc., le mot élément inconnu apparaît pourtant. Et il faudrait peut-être mieux le définir, mais en même temps, sa définition ressort, je le disais, c'est du cas par cas, de l'examen même de l'élément qui a été invoqué et sur lequel se penche la Cour de révision. Non, ce qui me laisse un tout petit peu plus silencieux, car je n'y avais pas du tout pensé, c'est votre proposition tendant à dire que la Cour de révision pourrait peut-être se passer d'ordonner de nouveaux débats. Bon, c'est vrai, oui, en matière criminelle, c'est vrai que là, je pense que le poids de la voie de recours extraordinaire pèse lourdement, et du même coup du caractère exceptionnel de la procédure de révision. Le texte, à l'heure actuelle, prévoit, d'ailleurs, il faudrait le modifier à ce moment-là, que si de nouveaux débats contradictoires, s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la Cour de révision va renvoyer devant une cour d'assises pour permettre... Voilà, c'est ça, non mais c'est ce que je découvre, quoi. Donc il faudrait complètement modifier le texte. Est-ce qu'elle se contenterait de tirer les conséquences de la reconnaissance d'un fait nouveau ou d'un élément inconnu lors des débats, qui est de nature à faire naître un doute sur la culpabilité, et en tirant cette conséquence, elle tire le rideau. C'est cela auquel... Bon.
écoutez, je dirais, why not? Pourquoi pas? Je n'ai pas beaucoup réfléchi à cela, mais pourquoi pas? Quelles sont les situations dans lesquelles de nouveaux débats... Bon, dans l'affaire Diels, il y a eu de nouveaux débats avec justement la difficulté que j'évoquais tout à l'heure. Une condamnation devant la cour d'assises de la Marne et un acquittement en appel devant la cour d'assises du Rhône. Si nous n'avions pas eu l'appel, Patrick Diels repartait en détention. Bon, je vais réfléchir, parce que je préfère ne pas vous répondre d'emblée à côté de la plaque, pardonnez-moi. Je vais essayer au milieu de tout le reste. Oui, oui, je vais essayer. Et s'agissant de M. Sauvé et de M. Lamanda, ben écoutez, parfait, pour eux, le doute raisonnable, c'est un doute simple. Je suis ravi que pour eux les choses soient aussi simples, mais sachez simplement que lorsque l'on délibère dans une affaire de révision, peut-être est-ce un tort de ma part, mais je n'ai jamais demandé à chacun des magistrats qui prenaient successivement la parole pour dire quel était son point de vue, les uns en un quart d'heure, les autres en 3 minutes, parce que finalement ce qu'avait dit l'autre avant correspondait à la manière dont il aurait exprimé les choses. C'est vrai qu'aucun ne nous a jamais dit, en ce qui me concerne, c'est un doute simple, c'est le moindre doute, c'est le doute sérieux, etc. Je crois que pour la plupart, l'idée était qu'à partir du moment où il y a un doute, ce doute, normalement, doit suffire pour considérer qu'il y a matière à révision. Et si l'on considère qu'il n'y a pas de doute, que ce fait nouveau, ou que ce n'est pas nouveau, ou que cet élément inconnu lors des débats n'est pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité, pour la plupart, je ne dirais pas que les choses sont simples, mais elles sont infiniment moins philosophiquement, je pense, traitées que vous ne le pensez. Maintenant, je ne suis pas dans le fort intérieur de mes collègues. Seznec, c'est un délibéré à 33 personnes. 33 personnes. Sachez que ça a été long, que ça a été difficile, que la rédaction de la décision a été longue, difficile, et qu'elle a été ensuite débattue avec les 33 personnes pour obtenir l'accord de chacun sur les termes de cette décision. Ça ne se fait pas en soufflant dessus. Je voudrais que vraiment ceux qui m'écoutent, puisque j'ai la chance d'être filmé, entendent ce que je dis, et qu'ils l'entendent avec autant d'intérêt que ce que peuvent dire les professionnels de la révision. Car il y a des professionnels de la révision, sachez-le. Le syndrome de Dreyfus existe en France. J'ai beaucoup travaillé sur l'affaire Dreyfus. La Cour de cassation a tenu un colloque en 2006 pour le centenaire. Et il y a des gens qui ont le syndrome de Dreyfus, qui voient des erreurs judiciaires partout. Alors, ils ne se trompent peut-être pas de temps en temps, mais il arrive parfois qu'ils se trompent aussi. Et en se trompant, ils entraînent derrière eux l'opinion publique. Et c'est assez dramatique, car ce faisant, ils jettent un certain doute sur le fonctionnement de la justice. Un doute certain, ou un certain doute sur le fonctionnement de la justice. Et je pense qu'une démocratie n'a rigoureusement rien à gagner à affaiblir de manière gratuite ses juges. Il faut faire très attention. Il ne faut rien céder si une erreur judiciaire est susceptible d'avoir été commise. Mais il ne faut pas dire et ne pas écrire n'importe quoi. C'est pour ça que je suis enchanté de vous voir travailler dans les conditions où vous le faites, en écoutant de manière, si j'ai bien compris, j'ai essayé de voir un peu, là je vois qu'il y a des gens extrêmement différents, des avocats, des magistrats, vous m'avez dit des gens de l'analyse scientifique, c'est merveilleux, bravo. Oui, monsieur le Président, je ne dirais pas que nous avons été, Alain Touret et moi, bouleversés par votre audition. Le mot serait peut-être un peu fort, mais nous avons été touchés. Je peux parler au nom de mon collègue aussi, dans des petits échanges entre nous. Vous avez, peut-être est-ce d'ailleurs la première fois, depuis 7 ans, que vous avez l'occasion de vous exprimer. Bien sûr. J'ai l'impression. Bien sûr, c'est la première fois. Sauf une fois dans un livre qui s'intitule Place Vendôme, un ministère effroyable, je crois, écrit par un certain Delahousse, qui m'a interviewé, ainsi que tous les anciens directeurs des affaires criminelles et les anciens gardes des Sceaux, et où il m'a interrogé sur l'affaire Seznec, et où j'ai pu dire que quelques petites choses, mais sinon, mais c'est pas l'affaire Seznec. Moi, je voudrais d'abord, vous ne connaissez pas mon délibéré dans l'affaire Seznec. Vous ignorez totalement si j'étais d'un côté ou de l'autre. Alors, justement. Totalement. Donc, et je sais bien farder. Vous avez fait une déposition, je dirais, incarnée, vivante, charnelle. On a senti aussi un besoin pour vous non pas de vous expliquer ni de vous justifier, vous n'avez pas à le faire, mais de répondre un peu. C'est le sentiment que j'ai eu. Vous avez eu des mots très forts. Vous avez dit notamment
je n'ai pas le culte de l'autorité de la chose jugée. Vous avez dit, comme pour vous, quand même, pour vous expliquer vis-à-vis de ceux qui auraient pu penser, ou qui pensent toujours d'ailleurs que c'est le cas, j'ai la culture du doute, il n'y a pas d'esprit corporatiste, nous ne sommes pas inaptes à remettre en cause le travail de nos collègues, il n'y a pas de complot récurrent des juges pour saboter la loi de 1989, ce sont vos propres termes. Vous avez souligné le travail important du rapporteur qui a été dégagé de toutes ces autres activités pendant plusieurs mois. Et vous avez pris soin de nommer d'anciens présidents de cour d'assises, voire d'anciens juges d'instruction. Un travail de bénédictin. Nous étions vraiment à vous écouter comme un besoin pour vous-même d'expliquer devant la représentation nationale, dont nous sommes les modestes, humbles représentants aujourd'hui, mais devant aussi les Français qui peuvent nous écouter, que ce travail a été fait avec conscience, avec la distance nécessaire, mais aussi avec une volonté de manifestation de la vérité, comme on dit dans notre jargon. Et en cela, je voudrais vous remercier vraiment d'avoir pris à cœur cette audition. Nous aurions beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord le temps passe, et puis ensuite vous avez répondu par avance à toutes les questions, notamment sur la composition, la procédure, donc je n'y reviendrai pas. Est-ce que vous me permettez de vous poser une question, vous êtes libre d'y répondre ou pas. Dans l'affaire Seznec, vous nous avez parlé du délibéré. Est-ce que vous pouvez nous dire si le vote s'est fait à bulletin secret? Est-ce que c'est possible de nous le dire? Oui, je vais vous le dire. Je vais vous dire la manière dont les choses se passent d'ordinaire. Ça ne se fait pas à bulletin secret. Parce que même monsieur le premier président de la Cour de cassation oui. ne le sait pas. Tout à l'heure, il nous a dit, je ne sais pas non, comment mais là, je le dis. Autant je m'interdirais de dire comment s'est déroulé le délibéré, ce qui s'y est dit, ce que fut la majorité, ce que fut la minorité. Mais comme chaque fois que les magistrats de la chambre criminelle délibèrent, c'est, j'allais dire, oralement, chacun à son tour prend la parole, s'explique. Il arrive que certains demandent à reprendre la parole. C'est démocratique, un délibéré à la Cour de cassation, que l'on soit en section à 7 ou 8, que l'on soit à 2 sections, à 3 sections ou en formation plénière. Sachez qu'il en va de même pour les formations solennelles de la Cour de cassation. L'idée d'un vote, j'allais dire, à bulletin secret ne m'est jamais venue à l'idée. Ne m'est jamais venue à l'idée car... je dirais, et je le dis très simplement, pas comme un vieux, quoi, je dis, nous sommes entre gens de bonne compagnie, qui essayons de trouver la moins mauvaise solution, à défaut de trouver la meilleure. Quand on trouve la meilleure, on est fou de joie, mais on n'en est jamais certain. Je voudrais simplement que vous sachiez quand même qu'il s'agisse de l'affaire Omar Haddad, car elle est encore dans les mémoires, et peut-être n'est-elle pas achevée, qu'il s'agisse de l'affaire Seznec, car elle n'est pas achevée sans doute non plus. Dans l'affaire Seznec, le conseiller rapporteur ne voulait pas de ce dossier. Il n'en voulait pas. Il m'a dit, il avait présidé, il sortait du procès de l'affaire Papon, à Bordeaux, qui avait duré des semaines et des semaines. Et je souhaitais pourtant qu'il prenne ce dossier, qu'il le rapporte. J'en parle avec un peu d'émotion, car il est mort 2 mois après le rendu de l'affaire Seznec. Et les critiques l'ont infiniment touché. Et il devait se taire, et il s'est tu. Mais il sortait de cette affaire Papon. C'était un immense professionnel. C'était un immense professionnel qui, pardonnez-moi, n'avait aucune connaissance, ni pas de résidence en Bretagne, rien. Car cela va peut-être vous paraître ridicule, mais dans cette affaire, il fallait s'assurer que le rapporteur serait quelqu'un de libre dans sa tête, dans ses lectures, dans sa manière de prendre ce dossier et de le travailler. Il avait l'habitude de la cour d'assises. Il avait l'habitude des énormes dossiers. Vous avez suivi les péripéties de l'affaire Papon. Il a énormément travaillé. Ce qui ne veut pas dire qu'il a bien travaillé. Attention, je ne suis pas en train de délivrer un satisfecit, mais c'est en cela, vous avez bien compris quel était mon état d'esprit, c'est en cela qu'il est dur parfois pour des juges de devoir s'astreindre au silence. Je suis un magistrat retraité, si ce n'est que j'exerce dans une juridiction pénale internationale, mais de manière constructive, vous m'avez permis de vous apporter des éléments d'information dont vous ferez ce que vous souhaiterez. Je vous en enverrai un peu plus. Mais quand je vous ai dit que mon deuxième propos serait
nourri de réflexions très personnelles, j'y tenais. Et à la réflexion, c'est bien pour ça que je suis venu aussi. Voilà. Je crois que rien que votre audition justifie amplement l'existence de notre mission. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis confus Merci. pour vous et vis-à-vis de la personne qui... Nous sommes confus vis-à-vis de Madame Monique Radel.